À ma remise de diplôme, j'entends mon père ordonner à ma sœur de transférer des actions. Elle part discrètement. Pour mettre fin à leur manigance, je prends le micro devant tout le monde et je commence, « Papa. » Là. La salle de réception bourdonnait de félicitations et de vœux arrosés de champagne alors que je me tenais près de la table des desserts, observant ma famille se mêler à la foule. Ma fête de remise des diplômes avait transformé la salle du centre de Paris en un lieu à la fois festif et surréaliste. 25 ans de ma vie avaient mené à ce moment, un master en ingénierie environnementale et un avenir qui semblait incroyablement prometteur. J'ai ajusté l'ourlet de ma robe émeraude et j'ai souri à un autre invité bienveillant, quelqu'un de l'entreprise pharmaceutique de mon père qui m'a félicité avec l'enthousiasme convenu des obligations professionnelles. La salle elle-même était magnifique, tout en plafond voûté et lustre en cristal. Mais je n'arrêtais pas de penser à combien j'aurais voulu que cette soirée soit plus simple. Ma mère avait insisté sur le faste. Elle insistait toujours sur le faste. Mon père, Grégoire, se tenait près du bar avec ses associés, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture rayonnant de la confiance de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir d'investissements stratégiques et de risques calculés. Il dirigeait les laboratoires Valois avec la précision d'un chirurgien, et il attendait la même précision de tout son entourage, en particulier de moi. Ma sœur cadette, Léa, avait 22 ans et venait elle aussi d'être diplômée, bien qu'avec un diplôme en histoire de l'art que mes parents avaient toléré plutôt que célébré. Elle portait une robe couleur champagne qui captait la lumière alors qu'elle se déplaçait dans la foule, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant. Nous avions été proches autrefois, quand nous étions enfants et que le monde semblait moins compliqué. Mais quelque part en chemin, une distance avait grandi entre nous comme du lierre grimpant sur un mur. J'ai croisé le regard de ma mère à travers la pièce. Elle s'appelait Diane, bien que la plupart des gens l'appelaient par un titre ou un autre. Madame Grégoire, la philanthrope, la mondaine. Elle portait des perles et un sourire figé qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle m'a fait un geste subtil pour que je la rejoigne, mais j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. J'avais appris au fil des ans que parfois, la meilleure réponse aux convocations de ma mère était un aveuglement stratégique. La fête battait son plein depuis 2 heures. Des discours avaient été prononcés, des toasts avaient été portés, et le saumon du traiteur avait été servi dans de la porcelaine fine. Tout se déroulait comme prévu, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Dans ma famille, les choses qui se déroulaient comme prévu signifiaient généralement que quelqu'un d'autre allait en souffrir. Je me suis dirigé vers les fenêtres donnant sur les toits de Paris, ayant besoin d'un moment loin des conversations forcées et des félicitations creuses. La soirée de mai s'était installée à cette température parfaite où le printemps promet l'été sans tout à fait le livrer. À travers la vitre, je pouvais voir les lumières de la ville commencer à scintiller alors que le crépuscule s'assombrissait en nuit. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Un SMS de ma meilleure amie, Jade, qui travaillait comme analyste financière dans le centre. « Comment va le cirque ?» avait-elle écrit, suivi d'un emoji de chapiteau de cirque. J'ai souri et j'ai répondu que les éléphants se produisaient magnifiquement. Jade connaissait la dynamique de ma famille. Elle avait été ma colocataire pendant mes années de licence et avait été témoin de suffisamment de désastres des fêtes de fin d'année pour comprendre que l'extérieur poli de la famille dissimulait quelque chose de bien plus compliqué. Elle m'avait dit un jour que ma famille lui rappelait une exposition de musée. Belle à regarder, mais il ne fallait toucher à rien. J'ai aperçu mon père se détacher de ses associés et se diriger vers ma mère près du bord de la piste de danse. Quelque chose dans sa posture a attiré mon attention. Il s'est penché près d'elle, sa main sur son coude, et je l'ai vu hocher légèrement la tête. Ils ont tous les deux jeté un coup d'œil vers Léa, qui discutait avec notre cousin Benjamin près de l'entrée. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je connaissais ce regard. C'était le regard de la conspiration, des plans en train de se mettre en place. Mon père l'avait porté lorsqu'il avait restructuré son entreprise 3 ans auparavant, licenciant 200 employés la semaine avant Noël. Ma mère l'avait porté lorsqu'elle m'avait convaincu de rompre avec mon petit ami de l'université, prétendant qu'il n'était pas assez ambitieux pour quelqu'un de mon rang. La musique a changé pour quelque chose de plus lent, et les couples se sont déplacés sur la piste de danse. J'ai regardé mes parents se séparer, ma mère se dirigeant vers les toilettes et mon père retournant auprès de ses associés. Tout semblait normal, mais quelque chose n'allait pas. C'était comme regarder des nuages d'orage s'accumuler par temps clair. On ne pouvait pas tout à fait expliquer le sentiment, mais on savait que quelque chose se préparait. J'ai décidé de trouver Léa. Nous nous étions à peine parlé de toute la soirée, ce qui n'était pas inhabituel, mais j'ai soudain eu envie de prendre de ses nouvelles.
Alors que je me frayais un chemin à travers la foule, hochant la tête aux invités et acceptant d'autres félicitations, je n'arrêtais pas de rejouer l'image de la conversation murmurée de mes parents. Avant que je puisse l'atteindre, la voix de mon père a retenti dans la pièce alors qu'il tintait un couteau contre sa flûte de champagne. La foule s'est tue, tournant son attention vers lui alors qu'il s'avançait au centre de la piste de danse. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer ma brillante fille, Chloé, a-t-il commencé, sa voix portant la chaleur exercée de quelqu'un habitué à parler en public. Ses réussites en ingénierie environnementale représentent non seulement l'excellence académique, mais aussi le genre de pensée innovante qui façonnera notre avenir. Les applaudissements ont parcouru la pièce et j'ai senti mes joues rougir. Mon père a continué à parler, décrivant mes accomplissements avec un niveau de détail qui me faisait me demander s'il avait réellement prêté attention ou si quelqu'un de son personnel avait préparé ses remarques. Il a mentionné ma thèse sur la fabrication pharmaceutique durable, mon stage dans une entreprise de technologie verte, mes projets de rejoindre un cabinet de conseil spécialisé dans la conformité environnementale des entreprises. Tout ce qu'il disait était techniquement exact, mais cela sonnait creux. Il parlait de mes réussites comme il aurait décrit un portefeuille d'actions performant, fier des rendements, mais déconnecté de la substance réelle. J'avais passé 5 ans de ma vie à étudier, à faire des recherches et à apprendre, et il réduisait tout cela à des points de discussion pour un discours de dîner. Quand il a fini, d'autres applaudissements ont éclaté. J'ai souri et levé mon verre en guise de reconnaissance, jouant mon rôle dans la performance. C'est ce que nous faisions dans ma famille. Nous jouions un rôle. Nous prétendions que le succès ne se mesurait qu'en diplôme et en promotion, en argent et en statut. Nous ne parlions jamais du coup. Alors que la fête continuait, je me suis retrouvé à dériver de nouveau vers les fenêtres. Le ciel était maintenant devenu violet foncé, et les lumières de la ville créaient une constellation d'étoiles artificielles. J'ai pensé à ma thèse, à la recherche dans laquelle j'avais mis tout mon cœur concernant la gestion des déchets pharmaceutiques et la contamination de l'eau. L'entreprise de mon père avait été l'une de mes études de cas, bien que j'ai pris soin de ne pas souligner leur violation de manière trop évidente. Même dans le travail académique, la loyauté familiale avait ses exigences. Jade a de nouveau envoyé un SMS. Plan d'évasion prêt si besoin. Je suis au bistrot du coin, en bas de la rue. Protocole de sortie d'urgence activé. J'ai souri. Jade me couvrait toujours. Nous avions développé le protocole de sortie d'urgence pendant ma 2e année de licence, lorsque les réunions de famille devenaient insupportables. Elle se positionnait à un endroit proche, prête à fournir une excuse pour mon départ soudain si nécessaire. Nous l'avions utilisé 2 fois. Une fois lors d'un dîner de Noël particulièrement éprouvant, et une fois lors de la réception des funérailles de ma grand-mère, lorsque les proches n'arrêtaient pas de me poser des questions sur ma vie amoureuse. J'envisageais d'activer le protocole lorsque j'ai remarqué ma mère s'approcher à nouveau de mon père. Il se tenait près de l'entrée de la salle, partiellement masqué par un pilier décoratif. Mon père s'est penché, sa bouche près de l'oreille de ma mère. J'ai observé son visage, essayant de lire son expression, mais elle a conservé le même sourire figé qu'elle avait porté toute la soirée. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Mon père a jeté un coup d'œil autour de la pièce, vérifiant si quelqu'un regardait avant de parler. Je me suis instinctivement placé derrière un grand arrangement floral, regardant à travers les roses blanches et le feuillage vert pour les observer sans être détecté. Ses lèvres ont bougé, et bien que je ne puisse pas entendre les mots, je pouvais en lire certains. J'avais appris cette compétence il y a des années lors des dîners de famille où des décisions importantes étaient prises dans des conversations murmurées pendant que les enfants étaient censés se concentrer sur leur repas. « Dis à ta fille », a-t-il dit, puis quelque chose à propos de transfert, action et compte. Ma mère a hoché la tête, son expression passant à quelque chose de calculateur. Elle lui a répondu quelque chose et il a répliqué avec ce qui ressemblait à « pendant que tout le monde est là », puis a pointé subtilement vers Léa, qui se tenait maintenant seule près du vestiaire, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une conversation anodine. C'était une instruction, une stratégie, une exécution. Quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne voulait pas voir observé ou interrompu. Le moment était délibéré. Pendant ma fête de remise des diplômes, alors que tout le monde était distrait et festif. J'ai regardé ma mère s'excuser auprès de mon père et traverser la pièce en direction de Léa. Elle se déplaçait avec détermination, ses talons claquant sur le parquet dans un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Quand elle a atteint Léa, elle s'est penchée près d'elle et a parlé doucement. L'expression de Léa est passée de l'ennui à la surprise,
puis à autre chose, quelque chose comme une compréhension réticente. Elles ont parlé pendant peut-être 30 secondes. Ma mère a tendu à Léa quelque chose de petit. Cela ressemblait à un morceau de papier ou peut-être une carte. Léa a baissé les yeux dessus, puis a regardé ma mère, puis mon père, qui était maintenant profondément engagé dans une conversation avec ses associés, le dos tourné au reste de la pièce. Puis Léa s'est mise en mouvement. Elle n'a dit au revoir à personne. Elle ne s'est pas arrêtée pour prendre un manteau, même si l'air du soir s'était rafraîchi. Elle a simplement marché vers la sortie, ses mouvements rapides et délibérés, et a disparu par les portes dans le hall d'entrée. Un froid s'est installé dans ma poitrine. Quoi qu'il se passe, cela me concernait d'une manière ou d'une autre. Mon père avait dit « ta fille » à ma mère, mais il avait regardé Léa. Quelle fille? Et qu'en est-il des actions, des transferts et des comptes? J'ai pensé à mon fonds en fiducie, celui que ma grand-mère avait créé à ma naissance. Il était conséquent, pas assez pour prendre ma retraite, mais assez pour offrir sécurité et options. Ma grand-mère avait été une investisseuse avisée, et elle s'était assurée que ses petits-enfants seraient pris en charge après sa mort. Le fonds avait été mis en place pour être transféré sous mon contrôle total à mon 25e anniversaire, qui avait eu lieu il y a 3 semaines, mais je n'y avais pas encore accédé. Mon conseiller financier m'avait envoyé des papiers à signer, des documents à examiner, des instructions pour prendre le contrôle total du compte. J'avais été si occupé par les examens finaux, la soutenance de ma thèse et les préparatifs de la remise des diplômes que je les avais mis de côté, prévoyant de m'en occuper après la fête. Était-ce une erreur? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, naviguant vers le compte d'investissement qui abritait mon fonds en fiducie. La page s'est chargée lentement, l'icône tournante se moquant de moi avec sa rotation tranquille. Lorsque les chiffres sont finalement apparus, je les ai fixés un long moment, essayant de comprendre ce que je voyais. Le solde était faux. Pas légèrement faux, catastrophiquement faux. Au lieu de la somme conséquente à 6 chiffres qui aurait dû s'y trouver, le compte affichait à peine 5 000 €. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai rafraîchi la page, certaine qu'il y avait eu une erreur. Le même chiffre est apparu. J'ai vérifié l'historique des transactions, faisant défiler l'activité récente. C'était là, un transfert massif daté d'il y a 3 semaines, le lendemain de mon anniversaire. L'intégralité du fonds en fiducie avait été déplacée vers un autre compte, que je ne reconnaissais pas. La pièce est soudainement devenue trop chaude, trop bondée, trop bruyante. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer et pourquoi ma sœur avait quitté tranquillement ma fête de remise des diplômes sur instruction de nos parents, alors que mon fonds en fiducie était vide. Je me suis dirigé vers le hall d'entrée, esquivant les invités bienveillants et essayant de maintenir le calme attendu de moi. Mon esprit parcourait les possibilités, chacune pire que la précédente. Peut-être y avait-il eu une sorte de transfert légitime, une consolidation de comptes, ou une stratégie fiscale que je ne comprenais pas. Peut-être que mon conseiller financier avait fait une erreur. Peut-être que l'application bancaire avait un bug. Mais les instructions murmurées de mon père résonnaient dans mon esprit, pendant que tout le monde est là. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Le hall était plus calme que la salle principale, l'épaisse moquette et les lourdes portes étouffant le bruit de la fête. J'ai repéré l'employé du vestiaire et lui ai demandé si elle avait vu une jeune femme en robe couleur champagne partir. Elle a hoché la tête et a montré les ascenseurs. Il y a un instant, mademoiselle. Elle semblait pressée. Je me suis précipité vers les ascenseurs, mais le voyant lumineux indiquait que l'un d'eux était déjà descendu au rez-de-chaussée. J'ai appuyé sur le bouton d'appel à plusieurs reprises, sachant que cela ne ferait pas arriver l'ascenseur plus vite, mais incapable de m'en empêcher. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, je suis entré et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Mon reflet dans le laiton poli montrait une femme que je reconnaissais à peine, les yeux écarquillés, le teint rouge, le calme soigneusement entretenu en train de se fissurer. L'ascenseur est descendu lentement, et j'ai utilisé ce temps pour envoyer un texto à Jade. Il y a un problème. Mon fonds en fiducie a disparu. Léa vient de partir subitement. J'ai besoin de toi. Sa réponse est arrivée immédiatement. J'arrive au bâtiment. On se retrouve dans le hall principal. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je me suis dépêché de traverser le hall principal du bâtiment vers la sortie. À travers les portes vitrées, j'ai pu voir Léa monter dans un taxi, la portière se refermant derrière elle avant que je ne puisse l'atteindre.
Le véhicule s'est éloigné du trottoir et a disparu dans le trafic parisien. Je suis resté sur le trottoir, respirant fort, essayant de décider quoi faire ensuite. Je ne pouvais pas retourner à la fête. Pas encore. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas non plus poursuivre Léa sans savoir où elle allait ni ce qu'elle faisait. Jade est apparue depuis la direction du bistrot du coin, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, son expression passant de décontractée à inquiète en voyant mon apparence. Elle portait un jean et une veste en cuir, paraissant rafraîchissamment réelle comparée à l'artifice formel de la fête à l'étage. « Parle-moi » a-t-elle dit, me guidant vers un banc près de l'entrée du bâtiment. J'ai tout expliqué. La conversation murmurée, le départ suspect, le compte en fiducie vide. Pendant que je parlais, l'expression de Jade s'est progressivement assombrie. Elle travaillait dans la finance. Elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Tes parents ont transféré ton fonds en fiducie sans ton autorisation, a-t-elle dit lentement, s'assurant que je comprenais toutes les implications. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, Chloé. Selon la manière dont ils s'y sont pris, cela pourrait être illégal. Mais comment ont-ils pu, ai-je demandé. J'ai eu 25 ans. Le fonds était censé passer sous mon contrôle. Il ne devrait plus y avoir accès. Jade a sorti son propre téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Quand as-tu regardé pour la dernière fois les documents de la fiducie, les papiers originaux de l'époque où ta grand-mère l'a créé? J'ai essayé de me souvenir. Il y a des années. Certes, ma grand-mère était décédée quand j'avais 16 ans, et j'avais été trop jeune et trop accablé par le chagrin pour prêter beaucoup d'attention aux détails financiers. Mes parents m'avaient assuré que tout était géré, que tout était en sécurité. Je ne sais pas, ai-je admis. Je leur ai fait confiance pour le gérer jusqu'à ce que je sois prête. Voilà ton problème, a dit Jade d'un ton sombre. La confiance dans ta famille. C'est une chose dangereuse. Nous sommes restés assis en silence un moment. Les bruits de la ville nous enveloppaient. La circulation, des sirènes lointaines, le murmure des passants. Au-dessus de nous, ma fête de remise des diplômes continuait. Des invités inconscients célébrant une réussite qui semblait soudainement vide de sens face à cette trahison. Qu'est-ce que je fais, ai-je finalement demandé. Jade m'a regardé avec cette détermination lucide qui l'avait rendue si brillante dans son industrie impitoyable. D'abord, on rassemble les documents. Chaque transaction, chaque relevé de compte, chaque bout de papier lié à ce fonds en fiducie. Deuxièmement, on découvre où est allé l'argent. Et troisièmement, elle a marqué une pause, sa mâchoire se crispant. On les fait payer pour ça. J'ai pensé à retourner à la fête, à confronter mes parents devant tous ces invités. L'idée était à la fois terrifiante et séduisante, mais je savais que cette approche se retournerait contre moi. Mes parents étaient des experts de la performance publique. Ils nieraient tout, prétexteraient un malentendu, promettraient de s'expliquer plus tard en privé où ils pourraient contrôler le récit. Non, j'avais besoin d'une approche différente. J'avais besoin de preuves, d'une stratégie et d'un timing parfait. Aide-moi à comprendre la partie financière, ai-je dit à Jade. Explique-moi comment cela a pu se produire. Elle a hoché la tête, passant en mode professionnel. Si tes parents avaient encore un certain contrôle légal sur le compte, peut-être en tant que fiduciaire ou co-signataire, ils auraient pu exécuter un transfert. Ou s'ils avaient une procuration pour une raison quelconque. Ou elle a marqué une pause, son expression s'assombrissant encore. S'ils ont imité ta signature sur les documents de transfert. La banque ne vérifierait-elle pas, ai-je demandé. Les banques vérifient les signatures, mais si tes parents sont des clients riches et bien établis, si le compte a une longue histoire avec l'institution, si le transfert semble légitime sur le papier, ils pourraient ne pas l'examiner de près, surtout si cela a été fait par l'intermédiaire d'un conseiller financier qui avait une autorisation existante. J'ai pensé à Hervé, mon conseiller financier, un homme qui travaillait avec ma famille depuis des décennies. Il me connaissait depuis que j'étais enfant. Participerait-il à quelque chose comme ça, ou suivrait-il simplement les instructions de mes parents, en supposant qu'ils avaient l'autorité? Je dois appeler Hervé, ai-je dit, attrapant mon téléphone. Jade m'a arrêté. Pas encore. S'il est complice, tu les alerteras que tu es au courant. Pour l'instant, le seul avantage que tu as, c'est qu'ils pensent que tu es à l'étage en train de célébrer, inconsciente de ce qui vient de se passer. Laisse-les croire ça un peu plus longtemps. Elle avait raison. Bien sûr, je devais être intelligente.
J'avais passé ma vie entière à regarder mes parents manipuler les situations à leur avantage. Si je voulais les battre à leur propre jeu, je devais apprendre de leur tactique. Alors, quel est mon prochain coup? Ai-je demandé. Jade s'est levée, me tirant avec elle. Ton prochain coup, c'est de retourner à cette fête, de sourire, d'accepter les félicitations et d'agir comme si tout était parfait. Pendant ce temps, je vais passer quelques appels. J'ai des amis dans la banque et le droit qui peuvent nous aider à tracer où cet argent est allé et à déterminer nos options. On se retrouve demain matin avec un plan. J'ai levé les yeux vers le bâtiment, vers les fenêtres de la salle de réception où ma fête de remise des diplômes continuait sans moi. J'ai pensé à mes parents là-haut, se félicitant d'une tromperie réussie. J'ai pensé à Léa, où qu'elle soit allée, participant à leur stratagème, volontairement ou sous la contrainte. Et j'ai pensé à ma grand-mère qui avait essayé de me protéger avec ce fonds en fiducie, qui avait voulu s'assurer que j'aurais de l'indépendance et des choix. Elle n'avait pas compté sur son propre fils pour trahir cette intention. D'accord, ai-je finalement dit. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Jade m'a serré l'épaule. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Tu vas t'en sortir. En retournant vers l'entrée du bâtiment, j'ai senti quelque chose changer en moi. La confiance naïve qui avait caractérisé ma relation avec ma famille avait disparu, consumée par leur trahison. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de plus dur, de plus tranchant, de plus dangereux. Ils avaient fait une erreur en me sous-estimant. Ils pensaient que je serais trop concentré sur mon diplôme, trop confiante pour questionner, trop docile pour me battre. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable quand on me poussait trop loin. Je me suis recomposé dans les toilettes du bâtiment avant de retourner à la fête. Le miroir montrait quelqu'un qui avait l'air remarquablement calme compte tenu de la tempête qui faisait rage à l'intérieur. J'ai remis du rouge à lèvres, j'ai redressé ma robe et je me suis entraîné à sourire jusqu'à ce que cela paraisse authentique. Si je voulais réussir, je devais être convaincante. Quand je suis retourné dans la salle de réception, la fête était passée à la phase de danse. Des couples se balançaient sur la piste tandis que d'autres se regroupaient en groupes de conversation, leur rire s'élevant au-dessus du quatuor de jazz qui jouait dans un coin. Tout avait l'air exactement comme avant, sauf que maintenant je voyais tout à travers un prisme différent. Ma mère m'a repéré la première. Elle s'est détachée d'un groupe de ses amis de la haute société et a glissé vers moi, ses perles captant la lumière. Te voilà, chérie. Où avais-tu disparu? Plusieurs personnes t'ont demandé. J'ai croisé son regard, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de nervosité. Elle m'a regardé avec rien d'autre qu'une inquiétude maternelle polie. Elle était douée. Je devais lui accorder ça. Des années de pratique l'avaient rendue experte en tromperie. Juste besoin d'un peu d'air, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Il commençait à faire chaud ici. Eh bien, tu dois parler au Harrison avant qu'il ne parte. Théodore a posé des questions sur tes projets de conseil en environnement. Il a des contacts qui pourraient être utiles. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé me guider vers un couple plus âgé près du bar. En marchant, j'ai aperçu mon père de l'autre côté de la pièce. Il riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, son attitude entière détendue et festive. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait d'orchestrer le vol de l'héritage de sa fille. L'heure suivante s'est écoulée dans un brouillard de conversations forcées et de faux enthousiasmes. J'ai parlé avec les associés de mon père, les amis du cercle caritatif de ma mère, des parents éloignés qui n'apparaissaient qu'aux grands événements familiaux. Tout le monde m'a félicité. Tout le monde m'a dit à quel point mes parents devaient être fiers de moi. Tout le monde supposait que ma vie était parfaite. S'ils savaient. Léa n'était pas revenue. Son absence aurait été notable, sauf qu'elle avait la réputation de quitter les événements tôt. C'est une artiste, disait ma mère avec dédain, comme si cela expliquait tout. Les gens hochaient la tête d'un air entendu et ne posaient pas plus de questions. Vers 23 heures, la fête a commencé à se terminer. Les invités ont récupéré leurs manteaux et ont dit au revoir, promettant de rester en contact et offrant de vagues invitations pour de futures rencontres. Mon père a prononcé un autre bref discours, remerciant tout le monde d'être venu et me louant une fois de plus pour les photographes. Un photographe avait été engagé pour documenter la soirée, capturant des images qui apparaîtraient probablement dans les pages mondaines des publications locales. J'ai souri pour chaque photo, j'ai serré dans mes bras chaque invité qui partait, et j'ai maintenu ma performance jusqu'à ce que la dernière personne soit partie. Quand les portes se sont finalement fermées et qu'il ne restait que la famille proche, j'ai senti le masque glisser légèrement.
Mes parents se sont entretenus avec le personnel du traiteur et le coordinateur de l'événement, réglant les derniers détails et les paiements. Je les ai regardés travailler ensemble de manière transparente, une équipe unie dans ses objectifs. Ils avaient construit une vie sur les apparences, sur le maintien de la bonne image pour les bonnes personnes. La vérité était secondaire à la perception. Mon père s'est approché de moi alors que je rassemblais mes affaires. Merveilleuse soirée, Chloé. Ta mère et moi sommes si fiers de toi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je me suis demandé comment j'avais pu ne pas voir cette facette de lui auparavant. Les yeux calculateurs derrière le sourire chaleureux. La façon dont il mesurait chaque interaction pour en tirer un avantage. L'absence totale d'émotion authentique sous la performance. Merci, ai-je dit d'un ton neutre, pour tout. Il a semblé satisfait de cette réponse. Il m'a tapoté l'épaule et s'est éloigné pour parler avec le directeur de la salle. Ma mère m'a rejointe un instant plus tard, son expression plus douce maintenant que le public était parti. Tu devrais te reposer, chérie, a-t-elle dit. Tu as l'air épuisé. Je le suis, ai-je convenu. Au moins, c'était honnête. Tu passeras pour le brunch demain? Nous devrions discuter de ta recherche d'emploi et de tes arrangements de logement maintenant que tu es diplômé. J'ai pensé à ce que Jade avait dit. Maintenir l'illusion. Agir normalement. Bien sûr. À quelle heure? Midi, ton père a une partie de golf le matin, mais il sera de retour d'ici là. J'ai accepté et j'ai dit au revoir. Il semblait satisfait de la façon dont la soirée s'était déroulée. Pourquoi ne le serait-il pas? Il m'avait volé avec succès alors que je me tenais dans une pièce pleine de témoins, dont aucun ne soupçonnait quoi que ce soit. Le trajet en taxi jusqu'à mon appartement a duré 20 minutes à travers le trafic nocturne de Paris. Je vivais dans un petit appartement dans le Marais, un quartier que je pouvais me permettre avec ma bourse de doctorante et mon travail à temps partiel. En juillet, je devais commencer mon nouveau travail dans le cabinet de conseil, et j'avais prévu de déménager dans un meilleur quartier, mon fonds en fiducie me servant de coussin de sécurité. Ces projets semblaient maintenant des fantasmes naïfs. Jade a envoyé un texto alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. J'ai trouvé quelque chose. Appelle-moi quand tu seras chez toi. J'ai laissé tomber mon sac à main et j'ai enlevé mes talons avant de la rappeler. Elle a répondu à la première sonnerie. Dis-moi que tu es assise, a-t-elle dit. Je me suis affalé sur mon canapé. Je suis assise. J'ai appelé une amie qui travaille dans la gestion de patrimoine. Elle n'est pas censée faire ça, mais elle a fait une recherche préliminaire sur les comptes associés à ta famille. Chloé, l'argent de ton fonds en fiducie a été transféré sur un compte au nom de Léa. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Le compte a été ouvert il y a 3 semaines, le lendemain de ton anniversaire. Les fonds ont été transférés le même jour. Il n'y a pas encore eu de retrait, mais ils ont transféré tout mon héritage à ma sœur, ai-je terminé, la voix creuse. On dirait bien. Je n'ai pas encore tous les détails, mais les données préliminaires sont claires. Le fonds en fiducie qui était censé être à toi se trouve maintenant légalement sur un compte contrôlé par Léa. Je suis resté assise en silence, essayant de digérer cette information. Mes parents ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient tout donné à ma sœur. Pourquoi? Qu'est-ce que Léa avait fait pour mériter mon héritage? Ou plus précisément, qu'avais-je fait pour justifier qu'on me l'enlève? Il y a plus, a poursuivi Jade avec précaution. Mon ami a mentionné que des transferts comme celui-ci nécessitent généralement une documentation importante, des signatures, des dépôts légaux, des autorisations de fiduciaires. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que cela paraisse légitime. Hervé, ai-je dit, mon conseiller financier. Il a dû être impliqué. Probablement, mais il a aussi laissé une trace écrite. Si nous pouvons prouver qu'il a agi de manière inappropriée ou sans autorisation appropriée, nous pourrions avoir des motifs d'action en justice. J'ai pensé à une action en justice contre ma propre famille. La publicité, la destruction des relations, la rupture complète de tout lien fragile qui existait encore. Une partie de moi voulait tout laisser tomber, recommencer à zéro ailleurs et ne jamais regarder en arrière. Mais une plus grande partie de moi, celle qui devenait plus forte à chaque révélation, refusait d'accepter la défaite. Ils m'avaient volé. Ils m'avaient menti. Ils avaient trahi tous les principes de la confiance familiale et du devoir parental. Et ils l'avaient fait tout en célébrant mes réussites académiques et en prétendant être fiers.
Je veux qu'il paie, ai-je dit doucement. La voix de Jade était ferme. Alors on fait un plan. Mais Chloé, tu dois comprendre dans quoi tu t'embarques. Si tu t'en prends à eux, ce ne sera pas joli. Tes parents ont de l'argent, des relations et des avocats. Ils se battront salement. J'en suis consciente. Et il y a une autre possibilité que tu dois envisager, a-t-elle ajouté avec hésitation. Et si Léa ne savait pas ce qui s'est passé? Et si tes parents l'avaient manipulée, elle aussi? Je n'avais pas envisagé cet angle. Léa et moi nous étions éloignés au fil des ans, mais elle était toujours ma sœur. Avait-elle volontairement participé au vol de mon héritage, ou nos parents l'avaient-ils utilisé comme un pion dans un stratagème plus vaste? Je dois lui parler, ai-je décidé. Tu penses qu'elle te dira la vérité? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai envoyé un texto à Léa, gardant le message décontracté. Salut, tu veux prendre un café demain matin? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Sa réponse est venue étonnamment vite pour minuit. Peut pas demain. Peut-être la semaine prochaine. C'est important, ai-je insisté. S'il te plaît. Une pause plus longue cette fois. Puis, d'accord. 10 heures à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un café près du jardin du Luxembourg où nous avions l'habitude de nous retrouver pendant ces années de licence. Nous y avions partagé d'innombrables cafés à l'époque où notre relation était moins compliquée. L'endroit semblait délibérément choisi, un terrain neutre où les souvenirs de temps meilleurs pourraient adoucir la conversation qui allait avoir lieu. J'ai confirmé le rendez-vous et posé mon téléphone, puis j'ai passé les 3 heures suivantes incapable de dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la soirée dans ma tête, analysant chaque détail, les instructions murmurées de mon père, l'approche calculée de ma mère envers Léa, le départ silencieux de ma sœur, le compte vide et les fonds transférés. Chaque pièce indiquait une planification minutieuse et une exécution délibérée. Ce n'avait pas été une décision spontanée. Ils y travaillaient depuis des semaines, peut-être des mois. Le timing autour de ma remise des diplômes était destiné à me distraire, à me maintenir concentré sur la célébration plutôt que sur les finances. Vers 3 heures du matin, je me suis finalement endormi d'un sommeil agité. Mes rêves étaient remplis d'images de portes verrouillées, de coffres-forts vides et de dîners de famille où tout le monde souriait en cachant des couteaux derrière son dos. Je me suis réveillé à 8 heures du matin avec la lumière du soleil entrant dans ma chambre et un texto de Jade. « Tu as dormi ?» « À peine, ai-je répondu. »« Bien. Les gens en colère ont besoin de carburant. Prends un petit déjeuner avant de voir Léa. Tu dois être affûté. » Elle avait raison. Je me suis douché, je me suis habillé avec des vêtements décontractés, un jean et un pull, et je me suis forcé à manger un yaourt et des fruits, même si mon estomac protestait. À 9h45, je marchais vers le jardin du Luxembourg, l'air matinal frais et portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée du parc. Le café était modérément bondé d'habitués du dimanche matin. J'ai commandé un cappuccino et j'ai pris une table près de la fenêtre d'où je pouvais surveiller l'entrée. Léa est arrivée exactement à 10 heures, ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules, portant un pantalon de yoga et un cardigan oversize qui la faisait paraître plus jeune que ses 22 ans. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, son expression gardée. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai étudié son visage, cherchant des signes de culpabilité ou de malaise. Elle a soutenu mon regard, mais ses doigts jouaient avec le bord de son cardigan dans un geste nerveux que je me rappelais de l'enfance. « Où es-tu allé hier soir ?» ai-je demandé directement. « Quoi ?» ?»« À ma fête de remise des diplômes, je t'ai vu partir subitement. »« Où es-tu allé ?» Son expression a changé. Surprise, puis quelque chose de défensif. J'avais un autre engagement. J'avais dit à maman que je pourrais devoir partir plus tôt. Quel engagement? Pourquoi est-ce que ça t'importe? Parce que, ai-je dit prudemment, je pense qu'il s'est passé quelque chose hier soir qui nous concerne toutes les deux. Et je pense que tu sais ce que c'est. Léa a détourné le regard, ses doigts tordant maintenant le tissu du cardigan. Le bruit ambiant du café moulin à café, conversation, musique de fond a rempli le silence entre nous. Léa, ai-je dit plus doucement. S'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Quand elle m'a regardé de nouveau, ses yeux étaient conflictuels. En partie coupable, en partie défiant, en partie autre chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ils ont dit que tu savais déjà. Ils ont dit que ça avait été arrangé il y a des mois et que tu avais accepté. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui avait été arrangé?
Le transfert du fonds en fiducie, a-t-elle dit doucement, en regardant la table. Maman m'a dit que le testament de grand-mère avait été contesté, qu'il y avait des implications fiscales, que l'argent devait être restructuré pour protéger les actifs de la famille. Elle a dit que tu avais rencontré Hervé et que tu avais accepté de déplacer temporairement les fonds à mon nom pour les protéger d'un problème juridique. Je me suis adossé, digérant cela. Bien sûr, il lui avait menti. Bien sûr, ils avaient créé une histoire de couverture qui rendait le transfert légitime et même nécessaire. Léa ne m'avait pas volé. Elle avait été manipulée tout aussi sûrement que moi. Léa, ai-je dit lentement, je n'ai jamais accepté aucun transfert. Je n'étais même pas au courant jusqu'à hier soir, quand j'ai vérifié mon compte et que je l'ai trouvé vide. Maman et papa t'ont menti. Son visage a pâli. Non, non, ils ne feraient pas ça. Pense-y, ai-je insisté. Pourquoi le testament de grand-mère serait-il soudainement contesté des années après sa mort? Pourquoi des problèmes fiscaux nécessiteraient-ils le transfert de tout mon héritage à ton nom? Pourquoi tout cela se passerait-il pendant ma fête de remise des diplômes, alors que j'étais distraite? Je l'ai regardé digérer l'information, j'ai vu la prise de conscience poindre dans ses yeux. Elle avait été utilisée. Nous avions toutes les deux été utilisées. J'ai signé des papiers, a-t-elle murmuré. Hervé m'a fait signer des documents. Il a dit que c'était juste pour autoriser le transfert, que tout était temporaire, que tu étais au courant. C'était quand? Il y a 3 semaines, juste après ton anniversaire. Maman a appelé et a dit que c'était urgent, que je devais rencontrer Hervé immédiatement. Je n'ai pas posé de questions parce que elle s'est arrêtée, sa voix se brisant, parce que je leur ai fait confiance. Nous sommes restés assises en silence un moment. 2 sœurs qui avaient été montées l'une contre l'autre par leurs propres parents. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais elle n'était plus dirigée contre Léa. Elle était aussi une victime, manipulée par des personnes qui auraient dû la protéger. As-tu encore des copies de ces documents? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête lentement. Hervé m'a donné un jeu complet. Il a dit que je devais les garder en lieu sûr. J'ai besoin de les voir. Peux-tu les récupérer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis penché en avant, ma voix basse et intense. Je vais leur faire regretter d'avoir essayé ça, mais j'ai besoin de ton aide. Vas-tu m'aider? Léa m'a fixé un long moment, le conflit se lisant sur ses traits. Elle avait toujours été l'enfant préféré, celle qui était plus facile, plus agréable, moins encline à contester l'autorité de mes parents. J'avais été l'obstinée, celle qui questionnait et résistait. Mais maintenant, nous étions toutes les deux victimes du même stratagème. Si je t'aide, a-t-elle finalement dit, qu'adviendra-t-il de l'argent? C'était une question juste. De son point de vue, elle contrôlait désormais légalement un compte avec des fonds substantiels, même si elle l'avait obtenu par tromperie. Elle pouvait choisir de le garder, de plaider l'ignorance et de partir riche. L'argent était pour moi, ai-je dit. Grand-mère a créé ce fonds en fiducie pour mon avenir. Mais, j'ai marqué une pause, réfléchissant soigneusement à mes prochains mots, je ne veux pas te faire de mal, Léa. Tu as été manipulée. Si nous pouvons prouver ce qu'ils ont fait, je m'assurerai que tu seras protégée de toute conséquence juridique. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit doucement. Je veux dire, veux-tu tout garder ou envisagerais-tu de le partager? J'ai été surprise par la question. Pourquoi le partagerais-je? C'est à moi. Parce que, a-t-elle dit, sa voix gagnant en force, j'ai vu nos parents te traiter différemment toute ma vie. Ils t'ont poussé plus fort, ont attendu plus de toi, ont critiqué tout ce que tu faisais. Et je les ai vus me chouchouter, mépriser mes intérêts, me traiter comme si je n'étais pas capable de véritables réalisations. Je détestais ça, Chloé. Je déteste être la fille inférieure. Son honnêteté m'a surprise. J'avais toujours supposé que Léa appréciait son statut de favorite, qu'elle se délectait du traitement plus facile. Je n'avais jamais considéré que le fait d'être protégé pouvait donner l'impression d'être diminué. Alors, tu veux l'argent parce que ça te rend égal, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit fermement. Je veux t'aider à exposer ce qu'ils ont fait parce que c'est mal. Mais après ça, je veux que tu considères que peut-être grand-mère aurait voulu que nous soyons toutes les deux en sécurité. Peut-être qu'elle aurait créé des fonds pour nous deux si elle avait vécu assez longtemps. C'était un argument raisonnable, même si l'idée de partager ce qui avait été explicitement désigné comme mien me piquait.
Mais Léa avait raison. Notre grand-mère nous aimait toutes les deux. Et si nos parents n'étaient pas intervenus, peut-être aurait-elle pris des dispositions pour Léa aussi. Occupons-nous d'abord de les exposer, ai-je dit. Ensuite, nous pourrons régler le reste. Elle a hoché la tête et a sorti son téléphone. Je vais chercher les documents. Où veux-tu qu'on se retrouve? Ton appartement ou le mien? Le mien est plus proche. Donne-moi 1 heure. Nous avons quitté le café séparément, Léa se dirigeant vers son appartement dans le quartier latin et moi marchant lentement à travers le jardin du Luxembourg pendant que j'appelais Jade pour la mettre au courant de la conversation. Elle était heureuse que Léa coopère mais m'a averti de ne pas lui faire entièrement confiance. La dynamique familiale est compliquée, a dit Jade. En ce moment, Léa joue la victime, mais elle a toujours accès à ton argent. Assure-toi d'obtenir ces documents avant qu'elle ne change d'avis. Je suis arrivé à l'immeuble de Léa exactement 1 heure plus tard. Elle vivait au 3e étage d'un immeuble haussmannien converti, un espace que nos parents l'avaient aidé à obtenir et à meubler. L'appartement était décoré avec ses œuvres d'art, des peintures abstraites aux couleurs vives, des pièces de technique mixte qui incorporaient des objets trouvés, quelques croquis de monuments parisiens. Elle avait les documents étalés sur sa table de salle à manger quand je suis arrivé. Je me suis assise et j'ai commencé à lire, ma colère montant à chaque page. Les papiers étaient rédigés par des professionnels, pleins de jargon juridique et de tampons officiels. Ils décrivaient une restructuration de fiducie qui semblait légitime en surface, mais qui s'effondrait sous un examen attentif. Regarde ça, ai-je dit, en montrant une signature sur l'un des documents. C'est censé être ma signature autorisant le transfert, mais je n'ai jamais signé ça. Quelqu'un l'a imité. Léa s'est penchée pour regarder. Tu es sûr? Peut-être que tu as signé quelque chose au bureau d'Hervé et que tu as oublié. Je ne suis pas allé au bureau d'Hervé depuis plus d'1 an. Et regarde la date. C'est censé avoir été signé il y a 3 semaines, le jour de mon anniversaire. J'étais au restaurant avec des amis toute la journée. J'ai des photos, des reçus, des témoins. Il n'y a aucune chance que j'ai signé ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à photographier chaque page des documents. J'aurais besoin de les voir, et probablement un avocat éventuellement. Plus je rassemblais de preuves, plus mon cas deviendrait solide. Ils ont vraiment imité ta signature, a dit Léa, la voix creuse. Ils ont commis une fraude. Oui, ai-je convenu. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque document, identifiant tous les endroits où ma signature apparaissait, ou plutôt où une tentative de répliquer ma signature apparaissait. Les imitations étaient bonnes, mais pas parfaites. Ma vraie signature avait évolué au fil des ans, incorporant une fioriture spécifique sur la dernière lettre qui manquait à ces contrefaçons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Léa. J'ai pensé à l'invitation au brunch pour midi, dans moins d'1 heure. Mes parents s'attendraient à ce que je me présente, que je souris, que je discute de mes projets d'avenir, et que je reste complètement ignorante de ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient probablement s'en être tirés. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. C'était risqué et cela nécessiterait un timing parfait, mais si je réussissais, la satisfaction serait immense. As-tu toujours accès à ce compte? Ai-je demandé à Léa. Celui avec mon fonds en fiducie. Elle a hoché la tête. Hervé m'a donné des identifiants de connexion et une carte de débit, bien que je n'ai utilisé ni l'un ni l'autre. Bien. Voici ce que nous allons faire. J'ai exposé mon plan, observant l'expression de Léa passer de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose comme de l'admiration. C'était audacieux, potentiellement dangereux, et cela nécessiterait sa coopération totale. Mais si cela fonctionnait, nous exposerions la fraude de nos parents de la manière la plus dévastatrice possible. Tu es sûr de ça? A-t-elle demandé quand j'ai fini d'expliquer. Ils m'ont volé à ma propre fête de remise des diplômes, ai-je dit. Ils m'ont regardé dans les yeux et ont fait semblant d'être fiers pendant qu'ils me dépouillaient. Oui, j'en suis sûr. Léa a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, j'en suis. De quoi as-tu besoin que je fasse en premier? J'ai vérifié l'heure. 11h30, le brunch était dans 30 minutes, ce qui signifiait que mes parents seraient à la maison en train de se préparer ou m'attendraient déjà. Cela devait être parfaitement synchronisé. D'abord, ai-je dit, nous devons passer un appel à Hervé. J'ai composé son numéro, mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Léa puisse entendre. Il a répondu à la 3e sonnerie,
sa voix portant la chaleur professionnelle de quelqu'un qui gagnait sa vie en gérant l'argent des autres. Chloé, a-t-il dit. Quelle belle soirée hier soir. Vous devez être si fière. Je le suis, ai-je dit, en gardant ma voix douce. En fait, je vous appelle au sujet de mon fonds en fiducie. J'avais l'intention d'examiner les détails du compte maintenant que j'en ai le plein contrôle. Pourriez-vous m'envoyer les derniers relevés? Une pause. Très brève, mais notable. Bien sûr, bien que vous devriez savoir qu'il y a eu quelques ajustements récemment à des fins fiscales. Rien d'inquiétant, juste de la planification successorale standard. Des ajustements, ai-je demandé innocemment. Vos parents peuvent vous expliquer les détails mieux que moi. Leur en avez-vous parlé? Pas encore. Je suis en fait en route pour chez eux maintenant pour le brunch. Devrais-je leur poser des questions sur ces ajustements? Une autre pause. Plus longue cette fois. Ils décidaient comment jouer ça. Combien révéler? Ce serait le mieux. Je vous enverrai les relevés après que vous ayez eu l'occasion d'en discuter avec votre père. Parfait, ai-je dit vivement. Merci, Hervé. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé Léa. Il va les avertir. Il les appelle probablement en ce moment même. Bien, a-t-elle dit, comprenant la stratégie. Laisse-les penser que tu arrives sans rien savoir. Ils seront plus confiants, plus susceptibles de faire des erreurs. J'ai envoyé un texto à ma mère à 11h45 pour dire que j'avais 15 minutes de retard. Elle a répondu avec un emoji souriant et m'a dit de ne pas me presser. Tout était parfaitement normal de leur point de vue. J'étais la fille obéissante venant discuter de son avenir, complètement inconsciente que je n'avais plus la sécurité financière qu'il m'avait promise toute ma vie. Léa et moi avons pris des voitures séparées pour nous rendre à la maison de nos parents à Saint-Germain-des-Prés. Le quartier suintait le vieil argent et les façades soigneusement entretenues, au sens propre comme au figuré. L'hôtel particulier de mes parents était un chef-d'œuvre d'architecture historique et de luxe moderne. Chaque détail était calculé pour projeter le succès et le bon goût. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue et j'ai attendu que Léa arrive. Nous avions convenu qu'elle entrerait la première, prétextant vouloir se rattraper d'être partie tôt de la fête. Sa présence semblerait naturelle et la positionnerait parfaitement pour la suite. Je l'ai regardée monter les marches et disparaître à l'intérieur. Puis j'ai attendu 5 minutes, les laissant s'habituer à sa présence avant de m'approcher moi-même de la porte. Ma mère a répondu quand j'ai sonné, son visage s'illuminant d'une chaleur maternelle qui semblait maintenant complètement fausse. « Chérie, entre. Entre. Ton père vient de rentrer du golf. » Léa nous a fait la surprise de passer. Je suis entré dans la maison qui avait été ma maison d'enfance, la voyant maintenant avec de nouveaux yeux. Les meubles coûteux, la collection d'art, les tapis persans, tout avait été acquis avec l'argent et le statut comme motivation principale. Il n'y avait pas de chaleur ici, pas de véritable confort, juste l'apparence d'une maison de famille parfaite. Mon père était dans le salon, portant encore ses vêtements de golf, un whisky à la main bien qu'il soit à peine midi. Léa était assise sur le canapé, son expression soigneusement neutre. Elle m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Tout était en place. « Chloé » a dit mon père, en désignant un fauteuil. « Joins-toi à nous. Ta mère a préparé un sacré festin pour le brunch. » Nous sommes passés dans la salle à manger où la table était en effet somptueusement dressée avec un repas qui semblait avoir été préparé par un traiteur plutôt que fait maison, saumon fumé, bagel frais, salade de fruits, pâtisserie, tout disposé avec la même attention à l'apparence qui caractérisait chaque aspect de la vie de mes parents. Nous avons échangé des banalités en remplissant nos assiettes. Mon père a parlé de sa partie de golf. Ma mère a mentionné une prochaine collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. Léa a parlé d'une nouvelle exposition d'art sur laquelle elle travaillait. Chacun a joué son rôle à la perfection. Alors, a dit mon père finalement, tournant son attention vers moi. Ta mère a mentionné que tu voulais discuter de tes projets maintenant que tu es diplômé. Oui, ai-je dit, en coupant mon saumon fumé. J'ai réfléchi à ma situation financière. En fait, avec mon nouveau travail qui commence en juillet, je voulais examiner mes actifs et m'assurer que tout est en ordre. Je les ai observés attentivement. La main de ma mère s'est arrêtée un instant avant de continuer à étaler du fromage à la crème sur son bagel. Mon père a pris une lente gorgée de son whisky, son expression inchangée. Très responsable, a-t-il dit. As-tu parlé avec Hervé? Brièvement.
Il a mentionné quelques ajustements à mon fonds en fiducie. Quelque chose à des fins fiscales. Ma mère est intervenue rapidement. Rien de majeur, chérie. Juste une restructuration que ton père a arrangée. L'argent est toujours en sécurité, toujours disponible pour toi. Nous pourrons revoir les détails plus tard si tu veux. En fait, ai-je dit, en posant ma fourchette et en la regardant directement. J'aimerais revoir les détails maintenant. J'ai vérifié mon compte hier soir et j'ai remarqué que le solde était bien plus bas que prévu. En fait, il était presque vide. La température dans la pièce a semblé chuter. Les yeux de mon père se sont légèrement plissés. Le sourire de ma mère est devenu figé et cassant. Je suis sûr qu'il y a une explication simple, a dit mon père. Parfois, les services bancaires électroniques affichent des informations incorrectes. Hervé réglera ça. Le fera-t-il, ai-je demandé. Parce que j'ai aussi remarqué un gros transfert le lendemain de mon 25e anniversaire. L'intégralité du fonds en fiducie a été déplacée vers un autre compte, un compte que je ne contrôle pas. Léa observait nos parents maintenant, son expression passant de neutre à quelque chose de plus dur. Elle avait été préparée à cela, mais voir la réaction de nos parents en temps réel l'affectait clairement. Chloé, a dit ma mère avec précaution. Tu es manifestement confuse à propos de quelque chose. Pourquoi n'appellerions-nous pas Hervé ensemble pour éclaircir cela? Je ne suis pas confuse, ai-je dit. Ma voix était stable, calme, contrôlée. Je sais exactement ce qui s'est passé. Vous avez transféré mon héritage au nom de Léa. Vous avez imité ma signature sur des documents d'autorisation. Vous l'avez fait pendant ma fête de remise des diplômes, en le programmant pour que je sois distraite et en train de célébrer pendant que vous commettiez une fraude. Le mot est resté en suspens dans l'air comme une grenade. L'expression de mon père s'est assombrie. Ma mère a semblé véritablement choquée que j'ai découvert leur stratagème. C'est une accusation très grave, a dit mon père, sa voix froide. Je pense que tu dois être très prudente avec ce que tu affirmes. J'ai les documents, ai-je dit. Léa me les a montrés, avec les signatures imitées et les justifications fabriquées. J'ai aussi les relevés de transactions, les relevés de compte et une chronologie très claire de quand tout s'est passé. Léa s'est levée, sortant des papiers de son sac et les posant sur la table de la salle à manger. Ils m'ont menti à moi aussi, a-t-elle dit à nos parents. Vous m'avez dit que Chloé avait accepté, que c'était pour des raisons fiscales, que tout était légitime. Mais elle n'a jamais accepté. Vous avez imité sa signature. Le calme soigneusement entretenu de ma mère a commencé à se fissurer. Léa, tu ne comprends pas. C'était pour le bien de la famille. L'argent du fonds en fiducie allait être gaspillé pour. Pourquoi, ai-je interrompu? Pour mon avenir? Pour mon indépendance, pour avoir des choix qui ne dépendaient pas de votre approbation? Mon père s'est levé, son whisky oublié. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Cet argent provenait des actifs familiaux que j'ai construits. Ta grand-mère n'avait aucun droit de le bloquer dans une fiducie qui m'excluait du contrôle. Voilà. La vraie raison. Pas les impôts, pas les problèmes juridiques, pas la protection des actifs familiaux. Il voulait le contrôle de l'argent qui avait été explicitement désigné pour le contourner et m'être versé directement. Ma grand-mère ne lui avait pas fait confiance avec cet argent, et il en avait nourri du ressentiment pendant des années. Alors vous l'avez volé, ai-je dit platement. Vous avez attendu que j'ai 25 ans, que la fiducie soit censée passer sous mon contrôle, et vous l'avez volé. J'ai réaffecté les ressources familiales de manière appropriée, a-t-il corrigé, sa voix tendue de colère. Tu as toujours été têtue, ingrate, remettant en question chaque décision que nous prenions pour toi. Léa est plus raisonnable, plus disposée à comprendre les obligations familiales. Il était logique de lui donner le contrôle de ses fonds. Vous voulez dire qu'il était logique de vous donner un contrôle indirect à travers elle, ai-je dit. Parce que Léa ferait ce que vous vouliez avec l'argent, alors que je l'aurais utilisé à mes propres fins. Ma mère a essayé une autre approche, sa voix s'adoucissant en quelque chose qui aurait pu être suppliant. Chloé, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous t'avons tout donné, la meilleure éducation, des opportunités, des relations. Nous essayons juste de nous assurer que la famille reste forte et unie. En me volant, ai-je répété, en mentant à vos 2 filles. En falsifiant des documents légaux. C'est votre définition de garder la famille forte? Léa était restée silencieuse, mais elle a alors pris la parole. Je veux retransférer l'argent à Chloé. Je n'ai pas demandé ça,
et je ne veux pas faire partie de votre stratagème. Mon père s'est tourné vers elle, son expression furieuse. Tu ne feras rien de tel. Cet argent est légalement à ton nom maintenant. Si tu le retransfères, il y aura des conséquences. Quelles conséquences, ai-je demandé, en m'interposant entre lui et Léa. Allez-vous la menacer comme vous nous avez manipulés toutes les deux? Allez-vous la couper des vivres, la déshériter, lui rendre la vie misérable si elle n'obéit pas? Il m'a fixé, et j'ai vu dans ses yeux le calcul froid de quelqu'un qui considérait ses propres enfants comme des actifs à gérer plutôt que des personnes à aimer. Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit d'illégal. Ces documents ont été correctement exécutés avec les autorisations appropriées. Si tu essaies de créer des problèmes, tu te retrouveras dans une bataille juridique que tu ne peux pas gagner. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. Parce que j'ai déjà envoyé des copies de tout à une amie avocate de Jade. Elle est spécialisée dans la fraude financière envers les personnes âgées et les litiges successoraux. Elle est très intéressée par les signatures imitées, le timing suspect et l'implication d'Hervé. Cela l'a arrêté. Son visage est devenu rouge, la colère se mêlant à ce qui aurait pu être le premier soupçon d'inquiétude. Hervé était le maillon faible de leur stratagème, un professionnel qui avait risqué sa licence et sa réputation pour les aider. Si un vrai avocat commençait à enquêter, Hervé coopérerait probablement pour se sauver. Ma mère a essayé une fois de plus d'arranger les choses. Calmons-nous tous et discutons de cela rationnellement. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un accord qui convienne à tout le monde. Non, ai-je dit fermement. Nous ne le pouvons pas, parce que vous ne voulez pas un accord. Vous voulez la soumission. Vous voulez que j'accepte d'avoir été volé et que je prétende que tout va bien. Vous voulez que Léa participe à votre fraude et soit reconnaissante pour ce privilège. Aucune de ces choses n'arrivera. Je me suis dirigé vers l'entrée de la salle à manger, faisant signe à Léa de me suivre. Nous avions accompli ce pourquoi nous étions venus, les confronter, leur faire savoir que nous connaissions la vérité, leur montrer que leur stratagème était exposé. Si tu franchis cette porte, a dit mon père, sa voix portant le poids de l'autorité suprême, tu ne fais plus partie de cette famille. Plus de soutien, plus de relations, plus de filets de sécurité. Tu seras seul. J'ai marqué une pause et je l'ai regardé. J'ai toujours été seul, papa. Je ne m'en étais juste pas rendu compte jusqu'à maintenant. Léa et moi sommes partis ensemble, sortant de cette maison et descendant les marches sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone bourdonnait déjà de textos en colère de mes deux parents, mais je les ai ignorés. Nous avions des coups plus importants à jouer. Nous avons retrouvé Jade dans son appartement du 8e arrondissement, un espace élégant qui reflétait son succès et son indépendance. Elle avait une amie avec elle, une autre femme nommée Victoria, qui s'est présentée comme une avocate spécialisée en délits financiers. « Montrez-moi tout », a dit Victoria, s'installant sur le canapé de Jade avec l'intensité de quelqu'un qui aimait les énigmes juridiques complexes. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner les documents, les relevés de transactions et les relevés de comptes. Victoria a pris des notes copieuses, a posé des questions détaillées et a progressivement dressé un tableau exact de la manière dont la fraude avait été exécutée. C'est en fait assez sophistiqué, a-t-elle finalement dit. Ils ont utilisé plusieurs niveaux d'autorisation, tout programmé avec soin, et ont fait appel à un professionnel de la finance pour faciliter les transferts. Mais les signatures imitées sont leur talon d'Achille. Si nous pouvons prouver qu'elles ne sont pas authentiques, toute la structure s'effondre. Comment le prouver, a demandé Léa. Analyse graphologique, a expliqué Victoria. Nous faisons examiner les documents originaux par un expert en écriture. Combiné avec des preuves que Chloé était ailleurs lorsque les signatures étaient censées être faites, nous pouvons établir la fraude. Et Hervé, ai-je demandé. Mon conseiller financier. Il devait savoir que ces signatures étaient fausses. Victoria a hoché la tête d'un air sombre. Il risque de graves conséquences professionnelles. L'ordre professionnel prend ce genre de choses très au sérieux. S'il coopère et témoigne sur le rôle de votre père dans l'orchestration de la fraude, il pourrait négocier une sanction plus légère. Au cours des 2 semaines suivantes, Victoria a travaillé méthodiquement pour monter notre dossier. L'analyse des signatures imitées est revenue concluante. Les documents étaient frauduleux. Hervé, confronté à de possibles poursuites pénales, s'est effondré et a fourni un témoignage détaillé sur la façon dont mon père l'avait pressé d'exécuter les transferts, promettant une protection juridique et une compensation si quelque chose tournait mal. Mais je ne voulais pas seulement une victoire juridique.
Je voulais quelque chose de plus personnel, de plus immédiat. Je voulais que mes parents subissent les conséquences publiques de leurs actes. Cette opportunité est venue d'une source inattendue. L'entreprise pharmaceutique de mon père organisait sa réunion annuelle des investisseurs fin juin, un événement très médiatisé où il présenterait les performances et la stratégie future de l'entreprise. Ces réunions étaient des affaires soigneusement chorégraphiées, conçues pour projeter la confiance et le succès aux actionnaires. J'ai contacté une journaliste économique que j'avais rencontrée lors de mes recherches de thèse, quelqu'un qui avait couvert l'éthique de l'industrie pharmaceutique et s'était intéressé à mon travail sur la responsabilité environnementale des entreprises. Je lui ai dit que j'avais une histoire de fraude exécutive et de trahison familiale qui intéresserait ses lecteurs. Elle a tout écouté, a examiné les documents et a confirmé les faits de manière indépendante par ses propres sources. Puis elle m'a demandé si j'étais sûr de vouloir rendre cela public. Cela détruira votre relation avec vos parents de manière permanente, m'a-t-elle averti. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il n'y avait pas de relation à sauver, ai-je dit. Ils l'ont clairement montré quand ils ont choisi l'argent plutôt que l'intégrité. L'article a été publié 3 jours avant la réunion des investisseurs. Il était complet, bien documenté et dévastateur. Un grand patron de l'industrie pharmaceutique escroque sa propre fille, titrait le journal. L'histoire décrivait tout le stratagème, le vol du fonds en fiducie, les signatures imitées, l'implication d'Hervé, la manipulation de Léa. La réaction a été immédiate et explosive. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'histoire. Les chaînes d'information économique l'ont couverte. D'autres journalistes ont commencé à fouiller dans l'entreprise de mon père, trouvant d'autres pratiques douteuses qu'il avait gardées cachées. L'image soignée qu'il avait cultivée pendant des décennies s'est effondrée en quelques jours. Le conseil d'administration des laboratoires Valois a convoqué une réunion d'urgence. Les actionnaires ont exigé des réponses. Les organismes de réglementation ont commencé à enquêter. Mon père a tenté de publier des déclarations prétextant un malentendu et une fausse représentation, mais les preuves étaient trop solides, trop bien documentées. La réunion des investisseurs a été un désastre. J'y ai assisté en tant qu'actionnaire moi-même. J'avais acheté un petit nombre d'actions de l'entreprise spécifiquement pour y avoir accès. Je me suis assise au fond de la salle de conférence et j'ai regardé mon père essayer de s'adresser à des centaines d'investisseurs en colère qui avaient lu son histoire de fraude. Il semblait diminuer, debout au pupitre tandis que des questions hostiles fusaient de toutes parts. Ces remarques préparées sur la croissance de l'entreprise et les initiatives stratégiques ont été noyées par des demandes de compte. Quelqu'un a proposé de demander sa démission. Le vote a été massivement en faveur. Je l'ai regardé signer les papiers le démettant de son poste de PDG, j'ai regardé l'équipe de sécurité l'escorter hors du bâtiment, j'ai regardé l'empire qu'il avait bâti s'effondrer parce qu'il avait été trop arrogant pour considérer les conséquences de ses actes. Ma mère a fait face à son propre châtiment. Son cercle social, ses relations soigneusement cultivées avec d'autres femmes riches, s'est refroidi une fois que la fraude est devenue publique. Les invitations ont cessé d'arriver. Les conseils d'administration d'œuvres caritatives lui ont demandé de démissionner de ses postes de direction. L'image qu'elle avait travaillé si dur à maintenir s'est brisée comme du verre. Mais la conséquence la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. L'avocat de la succession de ma grand-mère, qui avait voyagé à l'étranger pendant la fraude initiale, est revenu et a immédiatement engagé une action en justice en apprenant ce qui s'était passé. Grand-mère avait inclus des dispositions dans son testament, empêchant spécifiquement mon père d'accéder ou de contrôler le fonds en fiducie qu'elle avait créé pour moi. Ces actions avaient violé non seulement les lois, mais aussi ses dernières volontés explicites. La bataille juridique a été brève mais brutale. Victoria m'a représenté avec une compétence féroce tandis que mes parents ont engagé des avocats coûteux qui n'ont finalement pas pu surmonter les preuves de fraude. Le tribunal a ordonné la restitution complète de mon fonds en fiducie, plus des pénalités et des intérêts. Hervé a perdu sa licence de conseiller financier et a fait face à de possibles poursuites pénales. Mon père a conclu un accord à l'amiable pour éviter les poursuites, mais le coût financier a été énorme. 3 mois après ma fête de remise des diplômes, je me tenais dans le bureau de Victoria alors qu'elle me remettait un chèque représentant la restauration complète de mon fonds en fiducie, plus une compensation supplémentaire pour la fraude. Léa était là aussi, ayant témoigné en ma faveur tout au long du processus. Votre grand-mère serait fière, a dit Victoria. Vous vous êtes battu pour ce qui était juste. J'ai regardé le chèque, le nombre qui représentait des années d'investissement et de planification minutieux de ma grand-mère. Elle avait voulu que j'aie des choix,
de l'indépendance et de la sécurité. Mes parents avaient essayé de m'enlever cela, mais ils avaient échoué. Que vas-tu faire maintenant? A demandé Léa. J'y ai pensé. Le poste de consultante m'attendait toujours, mais j'avais des options maintenant. De vraies options, non contraintes par le désespoir financier ou les obligations familiales. Je vais construire quelque chose à moi, ai-je décidé, quelque chose qui fait vraiment une différence dans la protection de l'environnement. Et je vais le faire à ma façon, sans rien devoir à personne. Léa a souri. Besoin d'une directrice de la communication? Je pense à quitter l'art pour quelque chose de plus utile. Nous avons quitté le bureau de Victoria ensemble. Deux sœurs qui avaient été manipulées et trahies, mais qui en étaient sorties plus fortes. Le soleil d'été était chaud sur nos visages alors que nous marchions à travers Paris, parlant d'avenir que nous construirions selon nos propres termes. Mes parents ont subi tout le poids de leurs actions dans les mois qui ont suivi. Mon père n'a jamais retrouvé sa position dans l'industrie pharmaceutique. Sa réputation était trop endommagée pour qu'une entreprise risque de s'associer à lui. Il a été contraint de vendre l'hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés pour couvrir les frais de justice et les coûts du règlement, déménageant dans une modeste maison de banlieue qui semblait se moquer de tout ce qu'il avait travaillé à accomplir. Ma mère s'est retrouvée exclue des cercles sociaux qui avaient autrefois défini son existence. Son nom était maintenant associé au scandale plutôt qu'à la philanthropie. Ils sont restés ensemble, liés par une disgrâce partagée plutôt que par l'amour, chacun amer de la chute que leur propre cupidité avait provoquée. Le respect qu'ils avaient autrefois commandé s'était évaporé, remplacé par des chuchotements et de l'évitement partout où ils allaient. Leur image soigneusement construite de la famille parfaite avait été révélée comme une performance creuse, et la révélation leur a coûté tout ce qu'ils avaient le plus valorisé. Je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement surplombant la Seine, pensant au chemin parcouru depuis cette fête de remise des diplômes jusqu'à ce moment. La vengeance avait été plus douce que je ne l'avais imaginé, non pas à cause de l'argent restitué ou de la justification publique, mais parce que j'avais récupéré quelque chose de plus précieux que la richesse. J'avais retrouvé mon estime de moi, ma capacité à faire confiance à mon propre jugement, ma volonté de me battre pour ce qui était juste, même si cela signifiait m'opposer à ma propre famille. Ma grand-mère m'avait donné plus qu'un fonds en fiducie. Elle m'avait donné le choix du type de personne que je deviendrais. Et j'avais enfin vraiment fait ce choix mien.